Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Suite à un thread sur Twitter d'un membre de la communauté du nom de Orca, nous avons eu une petite discussion sur les différentes méthodes de sécurisation des blockchains, à savoir le Proof of Work et également le Proof of Stake, mais également leur résistance face à des attaques et notamment la fameuse attaque 51%, notamment au niveau des sommes qu'il fallait parfois mettre en jeu pour pouvoir notamment attaquer le réseau. Suite à cet échange de posts sur Twitter, nous avons même été rejoints par John Unchained, qui est quelqu'un qui est très réputé, notamment pour ses grosses connaissances dans le domaine technique. La conversation étant ultra intéressante et d'ailleurs ayant intéressé pas mal de personnes, et je sais que vous ne me suivez pas tous sur Twitter, tout le monde n'a pas Twitter, eh bien c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire un résumé en vidéo, notamment pour vous parler de ces fameuses attaques 51% qui peuvent se produire sur les réseaux blockchain. Alors, c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, il va falloir avant tout définir ce qu'est une attaque à 51%. Alors, je sais que pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler et doivent savoir de quoi il s'agit. Cependant, c'est pas le cas de tout le monde, et donc ici, je vais rapidement expliquer les choses. Lorsque l'on parle de sécurisation des blockchains, et notamment de leur bon fonctionnement, on a toujours tendance à penser minage, à savoir le proof of work ou la preuve de travail. En effet, lorsque l'on réalise un processus de preuve de travail, on va mettre à disposition du réseau de la puissance de calcul, et cette puissance de calcul va notamment permettre de réaliser tout un tas d'équations très compliquées. Donc ici, le but, c'est pas de vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais en gros, vous devez retenir qu'on fournit de la puissance de calcul au réseau, et grâce à cette puissance de calcul, on va pouvoir réaliser tout un tas de choses sur le réseau, comme le sécuriser, valider des blocs, valider des transactions, compiler des transactions, etc., etc. Donc, dans le cadre de la preuve de travail, posséder de la puissance de calcul, c'est quelque chose de nécessaire pour faire fonctionner le réseau. Sauf qu'en réalité, lorsque l'on possède une certaine puissance de calcul, et notamment les fameux 51%, donc c'est-à-dire plus de 51% de toute la puissance disponible sur un seul et même réseau, eh bien, on a un petit peu la possibilité de faire ce que l'on veut sur le réseau. On est un petit peu, entre guillemets, tout puissant vis-à-vis de celui-ci. Car à partir du moment où vous possédez 51% de la puissance du réseau, en fait, c'est vous seul qui allez décider ce que vous allez pouvoir organiser dessus. Vous allez pouvoir notamment favoriser certaines transactions plutôt que d'autres, vous allez pouvoir notamment réaliser tout un tas d'opérations sur la blockchain, et surtout, et c'est probablement le pire des cas, réaliser le phénomène de double dépense. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, ça porte très bien son nom, vous allez par exemple pouvoir dépenser 2 fois le même coin, la même unité. Donc typiquement, imaginons que vous possédiez plus de 51% de la puissance sur le réseau Bitcoin, vous pourriez dépenser un Bitcoin et ensuite redépenser ce même Bitcoin directement dans la foulée. Et là, on comprend tout de suite que ça peut être très très problématique. Et donc, en résumé, pour attaquer un réseau à 51% sur une blockchain qui fonctionne en Proof of Work, vous devez détenir 51% ou plus de la puissance totale disponible sur le réseau en question. Mais l'attaque à 51%, elle ne s'arrête pas uniquement aux blockchains qui fonctionnent en Proof of Work. En effet, il est également possible de réaliser des attaques à 51% sur des réseaux qui fonctionnent en staking, le Proof of Stake ou la preuve d'enjeu. Dans le cas du staking, le réseau fonctionne non plus grâce à l'aide de puissance de calcul fournie par les mineurs, mais par des nœuds qui vont être montés sur le réseau et qui, eux, vont s'occuper justement exactement de la même chose que ce qui se passe en minage, c'est-à-dire valider les transactions, valider les blocs, etc. etc. Et donc, pour réaliser une attaque à 51% sur ce type de réseau et ce type de fonctionnement, il suffit de détenir plus de 51% de tous les nodes, encore une fois, présents sur le réseau. À partir du moment où vous détenez plus de 51% des nodes sur le réseau, c'est comme pour le minage, vous avez vraiment les pleins pouvoirs sur le réseau et vous êtes totalement capable de faire absolument tout ce que vous voulez sur le réseau. Et donc, à partir de là, vous l'aurez compris, il est beaucoup plus facile d'attaquer un tout petit réseau qui possède par exemple seulement un ou deux mineurs ou quelques nodes, plutôt qu'un énorme réseau comme Bitcoin par exemple ou Ethereum qui possèdent tous les deux énormément de puissance de calcul. Et dans les projets en staking, des projets qui ont par exemple 5000 nœuds sur le réseau, 10 000 nœuds, etc., etc. On comprend bien que déjà niveau financier, ce sera beaucoup plus simple d'attaquer un tout petit réseau. Cependant, avant d'aller plus loin, je tiens à faire ici une petite remarque. Détenir plus de 51% de la puissance de calcul ou 51% des nodes, peu importe la méthode de fonctionnement, cela ne veut pas forcément dire que ça va être catastrophique. En effet, si vous n'avez absolument aucune intention mauvaise, ça ne pose aucun problème. Si ce n'est, on est bien d'accord, celui de la décentralisation, là c'est vraiment à mettre à part parce que c'est vrai que pour la décentralisation, c'est vraiment pas top. Mais si vos intentions ne sont pas mauvaises, il n'y a absolument aucun problème à détenir plus de 51% de la puissance sur le réseau. C'est d'ailleurs déjà arrivé par le passé, notamment sur Bitcoin ou Ethereum.
Alors ici, c'était pas directement une personne ou un groupe de personnes, c'était un mining pool qui a détenu pardon, pendant un certain temps plus de 51% de la puissance de calcul totale sur les blockchains. Et vu que le mining pool n'avait aucune intention d'avoir des attaques, enfin de réaliser une attaque à 51%, parce qu'il n'y avait aucune raison pour lui d'attaquer le réseau, si ce n'était que par chance ou par malchance, en fonction du côté où on se situe, ils avaient détenu 51% de la puissance de calcul. Et bien voilà, ils ont détenu 51% de la puissance, les mineurs se sont répartis sur différents mining pools et on n'en parle absolument plus. Donc si vous n'avez pas d'intention mauvaise ou d'intention négative, détenir 51% ou plus de la puissance ne posera aucun problème. Par contre, on est bien d'accord que si vous avez de mauvaises intentions, vraiment une intention d'attaquer le réseau, et bien à partir de ce moment-là, vous avez vraiment toutes les clés en main pour le faire. D'ailleurs, pour se prémunir de ce genre d'attaque, les mining pools, car ce sont généralement elles qui vont regrouper un maximum les mineurs, dans le cas du proof of work, eh bien généralement elles vont fermer les inscriptions, ou du moins empêcher que de nouveaux mineurs rejoignent le mining pool. Généralement, elles vont également augmenter leurs frais de service, d'utilisation, pour forcer, entre guillemets, les mineurs justement à se répartir sur les autres mining pools. Donc, on comprend bien que pour un mining pool, ça n'a vraiment aucun intérêt d'avoir énormément de puissance de calcul et de détenir plus de 51% de la puissance sur le réseau. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour elles de détenir une somme plus faible, comme une vingtaine ou une trentaine de pourcents, même si cela reste énorme. Encore une fois, je mets le côté décentralisation de côté. Parce que voilà, c'est vraiment mieux d'avoir un réseau totalement distribué entre plein de mining pools plutôt que 2 ou 3 mining pools qui se partagent vraiment la plus grosse partie de la puissance. Et le principe est exactement le même en staking. C'est déjà arrivé que sur de tout petits réseaux, eh bien, des personnes possèdent plus de 51% des nodes disponibles, mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont attaquer le réseau et avoir des intentions mauvaises. Encore une fois, il faut vraiment faire la distinction entre détenir 51% de la puissance ou des nodes et vraiment vouloir attaquer le réseau grâce justement à cette fonctionnalité qui est permise quand on détient plus de 51% des nodes ou de la puissance de calcul. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de voir un petit peu ce que c'est une attaque 51% dans la pratique, donc c'est parti. Alors, de manière générale, et là je sais que je vais avoir tous les maximalistes Bitcoin qui vont me tomber dessus, alors que ici c'est pas du tout le cas, on ne va pas ici parler de Bitcoin, mais plutôt de réseaux de taille beaucoup plus petite, eh bien il est généralement plus facile d'attaquer à 51% un réseau qui fonctionne en Proof of Work qu'en Proof of Stake. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que maintenant, depuis qu'on a vraiment des plateformes qui vont vous permettre de louer de la puissance de calcul très facilement, comme par exemple avec NiceHash, MinerGate et autres, eh bien à partir du moment où vous êtes capable derrière d'allonger les euros, eh bien vous allez pouvoir obtenir en quelques minutes très facilement énormément de puissance de minage disponible pour notamment réaliser du mining. Et effectivement, si vous mettez cette très grosse puissance de calcul directement sur une petite blockchain, un petit réseau, eh bien vous allez pouvoir très rapidement détenir plus de 51% de la puissance de calcul et faire absolument ce que vous voulez dessus. Pour le staking, c'est un poil plus compliqué parce qu'il va falloir premièrement acheter les fonds, acheter les coins. Et donc là encore une fois, ça va dépendre vraiment de ce qui est disponible sur les exchanges, s'il y a possibilité justement d'en acheter massivement pour pouvoir derrière monter les nodes. Et une fois pour monter les nodes, il va falloir probablement louer des VPS, etc. etc. Donc en soi, c'est un poil plus contraignant que d'allonger la carte bleue pour louer de la puissance de calcul CNH. Cependant, ça reste extrêmement facile. Encore une fois, si on est sur un tout petit réseau qui possède par exemple 10 nodes, eh bien ce sera très facile pour vous d'acheter 12 nodes pour pouvoir détenir plus de 51% de la puissance de calcul sur le réseau dans ce cas-là. Donc c'est plus compliqué, on est bien d'accord, c'est un poil plus compliqué juste parce qu'il y a la technique à mettre en œuvre, mais ça reste extrêmement simple sur de tout petits réseaux. De plus, vous n'êtes pas obligé de détenir seul cette puissance de calcul. En effet, rien ne vous empêche de vous mettre d'accord avec d'autres personnes pour réaliser l'attaque. On part bien entendu dans le cas où vous auriez des intentions mauvaises. Donc dans le cas du minage, eh bien, vous pourriez apporter 25% et une autre personne 26% par exemple. Et dans le cas des nodes, vous pourriez en amener 5, l'autre personne 5, et de la sorte, vous pourriez prendre également contrôle du réseau. Donc ce n'est pas forcément une seule personne qui doit détenir 51% de la puissance de calcul, mais vraiment une entité complète qui aurait des intentions malveillantes. Et d'ailleurs, à titre d'information, parce que je pense que c'était comme ça que ça avait fonctionné, alors de mémoire, ça remonte à 2017-2018, et ça concernait le projet EOS, notamment, qui avait fait énormément parler de lui à l'époque, car celui-ci ne possédait que 18 nodes validateurs, et donc seulement 18 personnes pour justement faire fonctionner totalement le réseau. Et avec seulement 18 nodes sur le réseau, on comprend très rapidement que c'est beaucoup plus facile de se mettre d'accord entre plusieurs personnes, notamment pour pouvoir en prendre le contrôle, plutôt que si le même réseau possédait plus de 5000 nodes.
Et donc bah, ici, forcément, sur 18 personnes, même si les 18 personnes n'étaient absolument pas les mêmes, eh bien, il suffisait à ces personnes de se mettre d'accord pour notamment pouvoir en prendre le contrôle. Et c'est notamment pour cela qu'à l'époque, encore une fois, c'est ma mémoire, je me souviens que le projet EOS avait subi pas mal de troubles et de tumultes, notamment liés au fait que, bah, avec 18 validateurs, il y avait eu des choses un petit peu bizarres qui s'étaient passées sur le réseau, notamment bah, des personnes qui auraient pu se mettre d'accord pour réaliser certaines opérations plutôt que d'autres, favoriser certaines transactions plutôt que d'autres, et donc bah, ça pouvait poser un réel problème dans ce cas-là. Donc vous l'aurez compris, réaliser ce genre d'attaque, ça peut être extrêmement simple à mettre en place. Cependant, il ne faut pas oublier non plus derrière que ce n'est pas parce que vous allez attaquer le réseau que forcément vous allez pouvoir en prendre totalement le contrôle et faire absolument ce que vous voulez. Sur le papier, c'est le cas, mais généralement derrière, les personnes ne vont pas rester sans réagir. Et il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Donc ça reste quelque chose qui est possible et réalisable sur de petits réseaux. Par contre, vraiment sur les gros réseaux et les grosses crypto-monnaies, c'est extrêmement compliqué et c'est notamment ce qui nous amène au point suivant. Too big to fail, ou en français, trop gros que pour pouvoir tomber. Alors, je suis persuadé que c'est une phrase que vous avez déjà entendue totalement en dehors du monde des crypto-monnaies. C'est notamment par exemple le cas lorsque l'on va par exemple parler de la société Google. En effet, actuellement, Google est devenu une entité tellement importante, tellement grande, tellement ancrée dans énormément de domaines, que, mis à part pour certains un miracle, pour d'autres un cataclysme, encore une fois ça va dépendre de quel côté vous vous situez, eh bien il est totalement impossible pour Google de sombrer à l'heure actuelle. Ils sont devenus tellement puissants que même si on avait une entreprise qui était totalement concurrente et totalement innovante, eh bien pas de chance pour elle, il y a de fortes chances qu'elle se fasse racheter notamment par Google. Et c'est exactement le cas pour d'autres très grosses entreprises, comme par exemple Apple, Microsoft, Amazon. C'est totalement impossible. Ils sont devenus tellement gros qu'ils, malheureusement ou heureusement, encore une fois, ne peuvent pas sombrer. Et quand je parle de sombrer, je veux dire disparaître, être concurrencé par une nouvelle plateforme qui se voudrait vraiment révolutionnaire, etc., etc. Donc c'est vraiment qu'elles quittent leur piédestal, leur position de numéro 1 dans leur domaine, et qu'elles soient dépassées par d'autres concurrents, ou tout simplement qu'elles finissent par disparaître. Et bien ici, dans ce cas-ci, c'est totalement, à l'heure actuelle, impossible que ces différentes sociétés disparaissent, tant elles sont ancrées dans l'univers. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans le cas des crypto-monnaies, et ici, par contre, pour cet exemple, je vais prendre le cas du Bitcoin. Le fait est que si demain on voulait attaquer le Bitcoin à 51%, cela serait totalement sans aucun intérêt, et je vais vous expliquer notamment pourquoi. Premièrement, la puissance sur le réseau global Bitcoin est tout simplement énorme. Je parle bien de puissance de calcul de minage, hein, on est bien d'accord? Donc cette quantité est tout simplement énorme, et donc il faudrait imaginer allonger derrière énormément d'argent pour pouvoir justement détenir plus de 51% de toute la puissance disponible sur Bitcoin. D'ailleurs, si même vous aviez un fabricant qui fabriquait derrière les machines, eh bien vous devriez lui en acheter des quantités tellement énormes, notamment pour concurrencer toutes les fermes de minage qui sont un peu partout sur la planète, plus toutes les personnes, les particuliers qui vont posséder une ou deux machines à leur domicile. Donc déjà, rien qu'en termes de matériel, c'est totalement inimaginable, impossible. Mais ici, pour l'exemple, on va partir du principe que, d'une façon ou d'une autre, vous avez réussi à obtenir 51% de la puissance de calcul sur le réseau. À partir de là, vous vous dites probablement, génial, je possède la totalité du réseau, en tout cas je possède plus de 51%, donc je vais pouvoir faire absolument ce que je veux dessus, notamment dépenser, obtenir tous les bitcoins, dépenser ces bitcoins, même les dépenser deux fois, faire une double dépense, etc. etc. Sauf qu'en fait, c'est ici justement que le too big to fail intervient. En effet, vous allez devoir allonger une somme considérable d'argent pour pouvoir détenir cette puissance de calcul, toutes ces machines, etc. Et là, le problème, c'est que si demain, vous y arriviez même à prendre le contrôle de Bitcoin, eh bien en fait, ce serait totalement sans intérêt. Parce qu'à partir du moment où on va voir que Bitcoin n'est plus totalement dispatché entre énormément d'entités, mais est dans les mains d'une seule personne, eh bien, il perd automatiquement tout son intérêt et toute sa valeur. Parce que qui voudrait utiliser le réseau Bitcoin alors que celui-ci, entre guillemets, vient d'être hacké, même si en réalité, c'est pas un hack, hein, mais on va partir d'un hack pour faire plus simple. Qui voudrait utiliser un réseau qui n'est plus légitime? Et c'est là justement que le too big to fail intervient. En effet, vous allez dépenser une somme énorme pour, en contrepartie, n'avoir absolument rien du tout. Puisque justement, derrière, comme je vous l'ai indiqué, il y a énormément de choses qui vont être mises en place. Je vous rappelle que le réseau Bitcoin est scruté chaque seconde, chaque minute par des personnes tout autour de la planète, même également des machines. Et donc, à partir du moment où on verra que le réseau n'est plus légitime, n'a plus son intérêt, eh bien, tout le système perd son intérêt. Et donc, ici, dépenser des sommes folles pour attaquer un réseau qui n'aura plus aucun intérêt,
eh bien c'est aussi bête que de jeter l'argent par les fenêtres ou le brûler. Et donc on comprend donc que maintenant Bitcoin, notamment grâce à son existence, sa puissance de calcul disponible, etc., est devenu quelque chose qui est légitime et qui est également, comme ces grandes entreprises, trop gros que pour sombrer à l'heure actuelle. Et ce que je viens de vous expliquer ici, c'est également valable pour les autres très très gros réseaux. À partir du moment où vous décidez de les attaquer, ils perdent directement leur intérêt. Si demain on venait à attaquer, je prends au hasard, le réseau Solana et que celui-ci venait à être hacké, eh bien qui utiliserait encore après ça le réseau Solana? Personne, parce qu'il n'y aurait plus aucun intérêt de l'utiliser puisque celui-ci n'est plus légitime. Et donc, encore une fois, à partir du moment où vous attaquez ces très gros réseaux, ils perdent automatiquement de leur intérêt et notamment de leur valeur. Et donc l'argent que vous allez devoir dépenser pour justement attaquer le réseau et espérer en gagner plus, eh bien en réalité sera totalement perdu, malheureusement pour ces personnes qui souhaiteraient l'attaquer. Mais cependant, il va y avoir un phénomène qui va changer pas mal de choses dans les prochaines années, c'est le fait que Ethereum va passer de Proof of Work à Proof of Stake, et cela va redistribuer totalement les cartes, et c'est notamment le point suivant que je voudrais aborder avec vous. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Ethereum va quitter son fonctionnement en Proof of Work, et donc en preuve de travail, et se diriger vers le Proof of Stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu, notamment avec des nodes qui vont valider les transactions. Eh bien, lorsque cette opération va avoir lieu, on va avoir énormément de mineurs qui étaient présents sur le réseau Ethereum qui vont devoir migrer sur d'autres crypto-monnaies. Et donc, justement, tous ces mineurs qui vont se répartir sur soit une même crypto-monnaie, soit plusieurs, on s'en fout ici, eh bien, elles vont venir renforcer, grâce à leur puissance de minage, tous ces différents réseaux. Et c'est notamment un point que j'avais abordé dans ma vidéo sur Ethereum classique versus Ethereum, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Et dans cette autre vidéo, je vous explique notamment que le réseau Ethereum classique a été attaqué 3 fois de suite par des attaques justement à 51%, parce que son réseau était très peu défendu. Et pourquoi est-ce qu'il était très peu défendu? Parce que la totalité ou la quasi-totalité des mineurs étaient tournés vers Ethereum et avaient totalement délaissé Ethereum classique, à juste titre ou non, ça je vous en laisse bien entendu juger. Et donc le réseau étant nettement moins défendu, eh bien il a été 3 fois de suite attaqué. Sauf que lorsqu'Ethereum va passer en Proof of Stake, il y a de fortes chances que pas mal de mineurs se tournent, notamment vers Ethereum classique, mais également d'autres crypto-monnaies. Et donc, ces mineurs vont indirectement, encore une fois, renforcer le réseau, puisque la puissance de calcul sur le réseau va augmenter. Et d'ailleurs, on le remarque déjà bien, c'est déjà le cas sur Ethereum classique, où on remarque que la puissance de calcul, et donc la difficulté de minage sur celui-ci, a considérablement augmenté depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Cela veut donc dire d'une certaine façon que grâce, ou en tout cas à cause du fait que Ethereum va passer en staking, eh bien cela va également renforcer de manière vraiment en puissance de calcul d'autres crypto-monnaies et d'autres réseaux. Et justement, grâce à cette transition, il va y avoir énormément de changements qui vont s'opérer, notamment au niveau des rentabilités du minage, parce que énormément de mineurs vont migrer d'une crypto-monnaie à une autre. Je suis persuadé que ça va permettre à certaines crypto-monnaies de totalement s'émanciper, de devenir totalement légitimes, parce qu'elles ne pourront plus être attaquées, ou alors, encore une fois, dans des conditions très compliquées, avec énormément d'argent à mettre en jeu. Et au contraire, il y a probablement des crypto-monnaies qui vont en pâtir, parce que justement, des mineurs vont les délaisser également, et se tourner vers d'autres crypto-monnaies. Et donc il est certain que cet événement va totalement chambouler l'ordre des choses, et notamment de la façon dont sont maintenant considérées les différentes crypto-monnaies. Pour moi, il y aura clairement un avant Ethereum 2.0 et un après Ethereum 2.0, non pas uniquement dédié à Ethereum, mais également à toutes les autres crypto-monnaies qui fonctionnent notamment en Proof of Work. Ce dernier point a été le sujet de Discord entre John Unchained ou moi. Alors je vous rassure tout de suite, on s'entend extrêmement bien, donc il n'y a vraiment eu aucun problème là derrière. Mais on a tous les deux des opinions qui sont différentes sur ce sujet. Et il s'agit effectivement donc du Proof of Work, du Proof of Stake et des crypto-monnaies qui combinent les deux techniques. Alors mon but au travers de cette vidéo n'est pas de dire qui a raison et qui a tort. Ici je vais tout simplement vous présenter les faits et je vous laisse bien entendu vous-même juger et vous forger votre propre opinion. Lorsque l'on parle de crypto-monnaies qui fonctionnent sur du Proof of Work et du Proof of Stake en même temps, généralement les personnes pensent que c'est quelque chose qui est très peu répandu, genre il y a une ou deux cryptos qui fonctionnent sur ce principe-là. Sauf qu'en réalité, moi je remarque qu'il y a de plus en plus, en tout cas il y a énormément de crypto-monnaies qui fonctionnent sur ce principe, et je pense qu'il y en aura même de plus en plus. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a en premier lieu Dash, qui fonctionne avec du minage et des masternodes, Firo, minage masternode, Flux, on en parle suffisamment sur cette chaîne, minage masternode, et qui sait, peut-être un futur Ethereum 2.0 qui va à la fois combiner minage et masternode. C'était, enfin en tout cas node, pas des masternodes, mais ce sera des nodes. C'était honnêtement une de mes théories à l'époque en 2021,
Et plus le temps passe, et plus je pense que cette théorie est plausible. C'est pas le sujet de la vidéo, mais réfléchissez-y, vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc, quel est l'intérêt de combiner les deux techniques? Eh bien, dans un cas vraiment purement de sécurisation, lorsque l'on voudrait attaquer un réseau qui fonctionne en Proof of Work plus Proof of Stake à 51%, d'une part, vous devez détenir plus de 51% de la puissance de calcul sur le Proof of Work, et surtout, en même temps, vous devez détenir plus de 51% des nodes sur le réseau. Et donc là, bêtement, on comprend donc très rapidement qu'il est plus compliqué de réunir les deux éléments en même temps, pour pouvoir notamment réaliser l'attaque à 51%, plutôt que sur une seule des deux méthodes. Alors attention, on est bien d'accord que si on est sur un minuscule réseau avec un mineur et deux nodes, ce sera toujours tout aussi simple d'en prendre le contrôle, même s'il y aura une contrainte supplémentaire du fait qu'il faudra détenir les deux en même temps. Mais dans la pratique, eh bien pour moi, et ça reste ici mon opinion, mon avis, je considère que le fait de devoir réunir ces deux conditions est beaucoup plus compliqué pour notamment l'attaque. Et donc d'une certaine façon, le réseau est d'une part sécurisé. Et encore, ici, je vous parle uniquement de l'aspect attaque 51% parce que c'est le titre de la vidéo, mais le fait est que lorsque l'on utilise les deux techniques en même temps, ce n'est pas uniquement dans un aspect de sécurisation, mais tout simplement parce que l'on peut obtenir le meilleur des deux technologies. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la grosse force de frappe du minage qui va permettre notamment, principalement, de sécuriser le réseau et de le faire fonctionner, et de l'autre, on va avoir les nodes ou les masternodes en fonction du projet qui vont s'occuper de tout un tas de choses, également des fois valider des transactions, mais notamment réaliser d'autres choses comme le mixing de coins, permettre un plus grand nombre de transactions par seconde, permettre notamment des opérations intra-node, etc., etc. Donc pour moi, il y a réellement un intérêt d'utiliser ces deux techniques. Le point de vue de John Unchained, qui est totalement valable également, c'est le fait que lorsqu'une crypto-monnaie devient de plus en plus importante, notamment parce qu'il y a énormément de mineurs sur celle-ci ou qu'elle est constituée d'énormément de nœuds, eh bien, encore une fois, ça devient extrêmement compliqué de l'attaquer, que ce soit en Proof of Work ou en Proof of Stake, et donc pour lui, il n'y a pas de nécessité d'avoir les deux techniques en même temps. Comme ça permet justement de se débarrasser d'une des deux méthodes et de se donner un petit côté plus vert si on vire le Proof of Work, ou de retirer la partie node et ne le garder que Proof of Work. Encore une fois, ici, je vous laisse bien entendu vous-même maître de juger ce qui est intéressant ou non. Pour ma part, voilà un petit peu les deux opinions qui ont été dites. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, je vous mettrai en commentaire, en description, le lien vers la discussion qu'on a eue, parce qu'elle se trouve qu'elle est vraiment très intéressante, et notamment les réflexions de John Unchained sont très intéressantes. Bref, vous l'aurez compris, la combinaison des deux techniques a ses avantages, ses inconvénients, ses partisans, ses détracteurs. En effet, il en faut comme toujours pour tous les goûts. Certaines personnes vont s'y retrouver, d'autres non. Bref, encore une fois, ici, ça va vraiment dépendre de ce que vous appréciez et notamment de la façon dont vous concevez l'écosystème des crypto-monnaies. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je sais par avance qu'on n'est absolument pas rentré dans tous les détails. Il y a énormément de choses à dire sur les attaques 51%, leurs principes de fonctionnement, etc., etc. Honnêtement, c'est un domaine que je maîtrise, mais vraiment dans les grandes lignes. Je suis incapable de rentrer vraiment dans les détails techniques. Pour cela, justement, je vous redirige vers des personnes qui connaissent beaucoup mieux ce genre de problème et ce genre de phénomène que moi. Le but de cette vidéo, c'était de vous présenter un petit peu l'attaque 51%, comment ça fonctionne, comment ça est mis en place, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. etc. Le but n'était clairement pas de faire une vidéo complète sur l'attaque 51% pour vous expliquer en détail comment le faire. Pour ma part, c'est déjà arrivé dans le passé que je réalise, sans le vouloir, entre guillemets, une attaque à 51%, notamment sur des très petits réseaux. Je me souviens à l'époque que j'avais notamment miné une toute petite crypto-monnaie et sans le vouloir, en fait, j'avais fait forquer la chaîne. Alors, c'était vraiment pas intentionnel, mais d'une certaine façon, j'avais réalisé une attaque à 51% vraiment de cette façon-là. Et c'est vrai que voilà, ça peut être problématique, c'est quelque chose qui existe, qui continuera d'exister, que ce soit en Proof of Work et en Proof of Stake, mais c'est également quelque chose qui fait partie de l'écosystème des crypto-monnaies et il y a énormément de choses qui sont mises en place pour lutter contre ce genre de problématiques. On a notamment vu des projets qui ont été attaqués à 51% et dont les fonds ont été dilapidés par les hackers. Et bien tout simplement, on a forqué la blockchain, on a fait un rollback de la blockchain pour récupérer les fonds, etc. Donc il y a énormément de solutions techniques qui peuvent exister également pour éviter ce genre de choses. Et je suis bien d'accord qu'ici, on n'en a pas parlé. C'était pas non plus le but de ma vidéo. Ici, c'était vraiment une réflexion sur la discussion que j'ai eue, notamment grâce, encore une fois, au trade de Orca. J'en remercie énormément. Et à l'échange qui s'en est suivi, notamment avec John Unchained. Mais vraiment, voilà, les attaques 51%, c'est quelque chose qui fait partie de l'écosystème, qui est honnêtement très compliqué et très complexe à expliquer. Et je ne m'en sentais pas capable de vous le faire dans cette vidéo.
C'est donc tout pour moi et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce type de vidéo un petit peu plus technique, sans pour autant devenir beaucoup trop technique, vous a intéressé. N'hésitez pas non plus, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant, à liker, à partager, à vous abonner. C'est la meilleure façon de récompenser mon travail et je vous rappelle que ça ne vous coûte absolument rien. Et donc quand c'est gratuit, bah, c'est vachement pas cher. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.